Bonsoir, comment ça va? Ça va. J'ai un petit souci avec ma caméra, donc tu ne pourras pas me voir, mais moi, je peux te voir. Euh, on a encore 2 minutes, juste comme ça, et puis on commence. Pas de souci. Ouais, merci bien. Mm. Bonjour aux personnes qui sont là. On n'est pas que tous les deux. Ouais, on a Massoud qui est membre de la communauté. Il est un UI designer et puis un dev. Lors de notre Ok. événement passé, c'est lui qui a fait le design, UI de notre site, et puis lui, il a fait l'intégration totalement seul de ça. Donc, de temps en temps, il participe. Il veut comprendre ce que c'est que l'écriture. Ok. Peut-être ça peut le servir pour lors de ses maquettes et tout et tout. Mm. On a Mamadou aussi, que je ne connais pas personnellement, mais bon, je pense qu'il nous suit depuis. Donc voilà. Ok, enchanté. C'est cool. Vous attendez combien de temps, de combien de personnes, tu sais? Euh, Normalement, c'est un peu C'est la surprise. Euh, ouais, oui, c'est une surprise, c'est difficile de pouvoir. On a des gens qui sont inscrits sur la plateforme. D'autres seront là, d'autres vont nous rejoindre et voilà. Il y a un moment qui dit qu'il a eu designer, il est en Oui, Côte d'Ivoire, je pense. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire, ok, voilà. c'est cool. Hmm. T'es ivoirien, Mamadou? Enchanté. Parce que Diallo, j'entends beaucoup au Sénégal. Il a dit il est ivoirien, donc ok. Ouais, il est oui, ça veut dire oui, il est ivoirien. Ouais. Bonjour, salut Paloma. J'ai pas de slide, hein, vous allez poser des questions. Ah ouais, on va poser des questions? Ah bah oui. Non mais je pense que c'est plus rigolo. Ouais, allons-y, quoi. On va s'amuser. On va faire comme tu fais pour les lundis. Tous les Mais lundis. Après, on a un ouais, sujet tous les lundis. Enfin, quoi qu'on a un sujet aussi. oui, 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 c'est comme je disais. Bon, je parle de ton livre en fait, le Oui, oui. partage. Non, j'ai bien compris. Le Ouais, rendez-vous du tout à lundi. fait. Hmm. On parle pas, mais tu nous entends, Paloma, parce que elle a mis son casque. Hmm. Allô, vous m'entendez? Oui, on entend. Merci, bonjour. En fait, c'est juste, je suis en train d'allumer mon ordi, donc je suis sur le portable. C'est moins pratique, mais c'est bon, je vous entends. Bon, félicitations. Il y a que moi qui n'avais pas fait le changement, le décalage, qui n'avait pas pris en compte le décalage horaire. Il y a une heure, Ouais, je me suis dit, il y a un problème. ouais, j'ai vu ton appel. C'est pourquoi j'ai mis JMT pour pouvoir faciliter les choses. Oui, mais tu as raison. Oui, des gens aussi m'ont écrit. Bon, il y a une personne aussi qui m'a écrit. Je pense qu'elle serait de la France. Donc, il y a eu ce petit souci-là aussi. C'est ça. Bon, ça arrive. Ouais. Bon, je pense qu'on ne va pas tarder. On a le nombre qu'il faut pour moi. On va commencer. Ok. Et au fur et à mesure, les gens vont nous rejoindre. Alors, merci d'être là. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir Gladys. C'est vraiment une joie. Il y a de cela un an, j'aurais aimé t'avoir, mais ce n'était pas aussi facile. C'était pas Bon, aussi peut-être pas. facile. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé il y a un an? oui, Faudra en fait, expliquer. bon, voilà, je vais raconter une petite anecdote. En fait, je t'avais découvert comment? Tu avais découvert en cherchant en fait, j'avais un souci en temps, je voulais faire un blog. Bon, je vais écrire un blog, un texte, un petit billet sur les mots qui, qui, bon, par exemple, le mot dark, par exemple, quand on dit dark pattern, pour dire quelque chose qui est mauvais, dark design, dark. Mhm. Pourtant, on pouvait dire facilement bad patterns, ou passer, quoi, parce que c'est mauvais. Mais on dit dark. Et puis je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a toujours ce problème? Même dans l'intégration, le dev, on a toujours ce mot dark qui est toujours assigné à quelque chose qui est mauvais.
Et ça renvoie toujours à black, black, black. Et j'étais là, je cherchais, je suis tombé sur une vidéo sur. On t'avait invité, quelqu'un t'a invité, j'ai oublié le nom, c'est ça qui est bizarre. Mais tu parlais de. C'était à l'époque de George Floyd. Voilà. OK. Et voilà, je suis tombé sur toi là-bas. J'ai voulu t'écrire sur Twitter, mais j'ai pas pu. Et je t'ai laissé un message sur LinkedIn. Et Et j'ai pas ça, répondu? non, pas vite. Ça a pris du temps. OK. Et là, je suis venu 2 fois sur bon, Au book votre club? book. Voilà. Et j'ai parlé de ça. Et le jour là, tu m'as automatiquement répondu. Bon, je me suis dit que peut-être, bon, Ah, OK. c'est. Alors Oui, déjà, alors c'est pas le sujet de notre rendez-vous, hein, mais c'est vrai que sur ouais, LinkedIn, j'ai beaucoup d'invitations en ouais, attente. En fait, moi, j'ai toujours la question de est-ce que j'ajoute tout le monde ou est-ce que j'ajoute les gens avec lesquels j'ai eu une interaction? Et en général, si on m'écrit pas un mot, ou à minima, on se présente pas ou si on se connaît pas, euh, je rajoute pas trop les gens. Donc, je pense que c'est ça le sujet. Mais ouais, parce qu'en fait, sinon, j'ajoute tout le monde. Enfin, tu vois, enfin, à un moment donné, comment tu fais, comment tu choisis ou enfin, soit tu mets tout le monde, soit tu mets personne. En tout cas, soit ouais, tu mets des personnes. Donc oui, c'est vrai, c'est pas, je comprends. ouais. Mais après, si on parle de ça comme ça, je fais le pont avec le sujet. Hmm. Euh, Là, tu parles de dark pattern et tout ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, il parle plus de dark pattern, mais de deceptive pattern. Il y a un livre qui est sorti là-dessus, qui est sur ce. Maintenant, donc, on préfère le deceptive pattern pour effectivement éviter le côté noir, blanc, enfin, black, white, etc. Où finalement, on retourne toujours vers quelque chose enfin, vers des termes qu'on pourrait considérer comme racistes. En tout cas, Mhm. l'objectif, c'est d'essayer d'être beaucoup plus précis en choisissant des mots, des termes ou des labels quand on peut, et donc éviter des termes qui vont commencer à rajouter des stéréotypes. Donc effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plutôt de deceptive pattern. Mais merci en tout cas de m'avoir invité, et peut-être que, parce que je sais que tu voulais qu'on parle de stratégie et qu'on fasse le pont avec le livre, et pourquoi l'UX writing ou pourquoi le content design est un élément stratégique dans le design. Hem Et en gros, enfin, moi, j'ai commencé à le faire, et notamment si je fais le point avec le livre, quand j'ai écrit le livre, l'objectif, c'était d'essayer de comprendre ce qu'est notre métier. C'est à l'époque, même moi, hein, j'apprenais mon métier en le faisant. J'avais fait une formation d'UX designer, mais j'avais un espèce de complexe de l'imposteur. Je me disais: «Oui, je me sens pas encore suffisamment, solide pour pouvoir me dire: "Je fais ça"». Et j'ai commencé en parallèle à lire des livres, à faire de la recherche, à faire des entretiens avec des gens comme, Torey Podmajersky, et je crois qu'elle est venue, chez vous ici, il me semble. Peut-être que je me trompe. Non, pas encore, pas Pas encore. encore. Mais en tout cas, voilà, je lisais leurs livres, et après avoir lu le livre, j'avais encore des milliards de questions, et des fois, je me permettais, et souvent, je me permettais de contacter les auteurs et leur dire: «Voilà, j'aimerais bien écrire un article. Est-ce que vous êtes d'accord?» Et souvent, on m'a dit oui. En tout cas, les anglo-saxons m'ont souvent dit oui. Les Français m'ont plus souvent dit non à l'époque. Enfin, ça dépend de qui. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis en tout cas de me faire une base de connaissances, d'aller encore plus loin en posant des questions. Et c'est vrai que la chance et la malchance, on a eu le covid, et la chance, c'est que plein d'événements qui étaient en présentiel, sont passés en ligne. Et moi, j'ai pu assister à des événements comme, Button et plein d'autres événements, et comme à chaque fois, quand ils proposaient des scholarships, donc des bourses, bah, je m'inscrivais et je demandais la bourse parce que, ben, il fallait être noir ou neuroatypique, et cetera. Donc en fait, je complé à minima, je checkais, 2 des cases, et en fait, souvent, je les ai eus, parce que peu de personnes, faisaient l'application, ou même quand moi je l'avais demandé, heu, ça vous fait rire, mais quand moi je l'ai demandé, en fait, c'était même pour l'événement en physique parce que j'étais prête à payer, enfin, en fait, ils proposaient de payer même, éventuellement l'hôtel ou d'autres choses. Donc en fait, il fallait faire la liste des frais et dire: «Voilà, ça, c'est tous mes frais, et qu'est-ce que moi je peux payer?» Et donc, je pouvais éventuellement payer le billet d'avion, éventuellement payer l'hôtel, enfin, mais je pouvais pas payer tout plus, Button qui coûte extrêmement cher. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben, quand tout est passé en ligne, c'était gratuit. Et donc en fait, j'avais encore plus accès à toutes ces personnes, qui font notre métier.
Mais et si on va faire le point avec la stratégie, mais en fait, là où je leur posais des questions en direct, ben là, je pouvais aussi leur poser des questions pendant la conférence et ce qui est génial dans ce type de conférence et je vais souvent comparer aux conférences en France. En France, quand on fait des conférences, on est souvent dans des conférences où, on vient expliquer une règle et cetera. Alors qu'en fait, les anglo-saxons font souvent des conférences où ils vous expliquent des études de cas. Ils vous montrent en fait ce qu'ils ont fait, comment ils ont résolu un problème. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant avec, le sujet dont on parle ici, c'est, moi ce que j'ai compris en fait en voyant les cas des autres, c'est comment mon métier est clairement hyper stratégique et c'est pas une question de mots en fait. Enfin, il y a les mots dedans, mais c'est pas tout. C'est aussi comment, heu, d'un point de vue business peut-être, enfin là par exemple je travaille avec, l'État, enfin l'État français, sur, la plainte en ligne, ça sortira juste avant les JO. Ben, il y a un sujet de comment on rend les choses faciles pour, la majorité des Français, pour qu'ils puissent poser un certain type de plainte. C'est pas toutes les plaintes en ligne, mais j'ai travaillé sur des questions sur, la santé mentale et j'ai travaillé avec Le Monde, ces derniers mois aussi sur d'autres questions et c'est intéressant quand on se dit pas juste: «Est-ce que tu peux venir améliorer notre parcours?» enfin, mais comment tu peux nous aider à résoudre un problème, business ou utilisateur, utilisatrice? Et en fait, là, ça change complètement la manière dont on va aborder la question et moi, ce que je dis aussi souvent, à mes étudiants, c'est au lieu de vous dire, que le sujet, ce sont les mots, en fait, oui, on va utiliser aussi les mots, mais le sujet, c'est pas juste les mots, c'est, et moi, souvent, je les invite je leur dis: «Étoffez votre vocabulaire». Au lieu de vous dire, c'est qu'une question de mots, c'est plutôt est-ce que là, on a un problème de lisibilité? Est-ce qu'on a un problème de compréhension des informations? Est-ce que le problème, c'est l'accessibilité? Est-ce que le problème, c'est l'inclusion? Est-ce que le problème, c'est un mix de tout ça? Est-ce que le problème, c'est l'engagement? Et en fait, chacun de ces aspects, bah, en fait, on va pouvoir soit vous les connaissez pas et vous allez pouvoir aller les explorer, soit vous les connaissez et vous allez utiliser les bons outils au bon moment, hem, comme, la hiérarchie de l'info et plein d'autres choses. Après, je vais pas faire un monologue. Est-ce que est-ce que tu as des questions? Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Puisqu'on a dit que c'était, moi je suis là pour répondre à vos questions en vrai et c'est plus intéressant pour tout le monde, je pense. Ouais, merci beaucoup pour cette petite introduction. Ouais, ça fait plaisir. On a, bon, le stage est ouvert. Si vous avez des questions, vous pouvez directement poser des questions à Gladys. Euh, et je peux dire juste je peux dire aussi quelque chose comme ça pour que les gens puissent comprendre. Pour l'instant, dans le monde francophone, Gladys est la seule qui a un livre. C'était pas facile. Hein, Mmh. quand moi, j'ai voulu commencer, je lisais, je suivais. Et quand j'ai découvert Israël Sinzhofer et puis Quentin Bizanzhofer, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? C'est tout ce qu'on cherchait en fait dans le monde, Afrique par exemple, où Mmh. quasiment quand nous, on dit qu'on fait ce métier, bon, malgré que ce n'est pas aussi ça, les gens disaient, mais c'est quoi cette histoire? Un jour, je me suis présenté, on me dit, bon, donc, vous écrivez sur les écrans. Et j'ai dit, bon, on peut dire ça comme ça. Il dit, bon, quelle est la différence avec un rédacteur web? Mmh. Et je dis, il y a une grande différence. Et Il y a une grande différence. mais Mais c'est ce que tu fais? C'est ton métier ou non? Tu es UX designer? lui, non, je fais de la recherche utilisateur. OK, Puis je fais de l'UX-Writing, en fait, oui, voilà. OK. Et voilà, juste aussi un autre clin d'œil, c'est que quand tu parlais en temps, quand j'ai lu le livre, quand j'ai entendu parler du livre immédiatement, je l'ai acheté, en fait. Mais le problème, c'était pas aussi facile à lire. Facile dans quel sens? C'est-à-dire que c'était facile, hein, c'était clair, 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 mais on est tombé sur quelque chose de linguiste, en fait. Ah, tu trouves? Oui, un peu, parce que OK. j'ai eu ce parcours de linguistique, parce que j'ai fait la linguistique un peu au sein de l'université. Et puis je me dis, oui, voilà donc quelque chose qu'on devait enseigner aux rédacteurs web d'abord, parce que voilà, parce qu'il ne suffit pas de dire que bon, moi je suis dans le domaine de la santé, je fais un site web dans le domaine de la santé, donc pour un site web pour un centre de santé, et je bourre le site d'information, de jargon en fait, c'est ce que je veux Mmh. dire. Donc Oui. on avait un petit souci comme ça, et beaucoup me disaient non, attends, ce truc-là, ça ne va pas tenir parce que quand tu parles comme ça, les gens ne vont pas suivre parce qu'il faut parler jargon pour que le malade puisse comprendre qu'il est malade vraiment. Bon, je dis, bon. Mmh.
À la fin de la journée, il va pas venir sur un site web. Mais on ne s'est pas bien cerné. Bon, aujourd'hui, je vais laisser la parole. On a d'autres personnes aussi. On a Bamba, qui est le community advocate de Friends of Figma Sénégal aussi. Ok. On a plein de monde. On a des product designers. Mais je vais poser une question. Aujourd'hui, ça m'est venu en lisant aussi un livre de US Writing for Business. J'ai oublié la dame. Ok, je connais Et pas. voilà, c'était avec US Writing Afrique, on fait des lectures chaque vendredi, hein. On Ok. fait des lectures, voilà, tout comme chez toi. Là, il n'y a pas l'auteur, mais c'est entre nous, en fait. On partage tout cela. Mais j'ai une question me vient, je dis, mais comment est-ce qu'on fait de l'illustrating dans le jeu vidéo, dans un jeu vidéo ou dans les jeux Alors, moi, je vidéo? travaillais pas dans le jeu, hein. Mais en vrai, c'est pareil. Peut-être que avant de répondre à cette question, ça te va si je réponds à la question. C'était pas une question, mais peut-être que pour les personnes qui sont là, elles savent pas quelle est la différence entre un copywriter et un UX writer. Oui, tu peux faire peut-être trois, copywriter, illustrateur, puis content design, si tu peux faire les trois. Ok. Voilà, merci. Un copywriter, c'est quelqu'un qui va rédiger des copies pour, en fait, alors pardon, parce que peut-être que je pourrais vous montrer quelque chose, mais je ne sais plus dans quelle présentation j'ai les slides. Mais en gros, c'est pas grave. En gros, un copywriter, c'est quelqu'un qui va vous rédiger des copies plus promotionnelles. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui va faire des articles pour votre site. C'est la personne qui va vous faire les fiches produits pour votre site. Quand j'étais chez Renault, par exemple, il y avait une équipe, l'équipe Content, qui était là pour rédiger l'ensemble des fiches produits sur les voitures. Voilà, ça, c'est pas mon travail. C'est aussi des gens, quand je prends alors nous, on a le métro à Paris, et souvent, des fois, je donne un exemple, celui du métro où je montre, dans les allées du métro, on va avoir plein de pubs. Bah, il y a plein de pubs, dans plein de pays en Afrique, des pubs, sur les 4x3. Voilà, ces personnes qui vont rédiger ces copies qui sont faites pour attirer dans un tunnel, ce sont, des copywriters. Donc des fois, ils font plus sur le web, des rédacteurs web. Des fois, c'est des gens qui vont faire, beaucoup de pubs, éventuellement même, des pubs de la pub télé et cetera, concepteurs, rédacteurs. De l'autre côté, vous avez, des gens qui font mon métier. Moi, mon métier, en fait, je suis designer, comme, les UX designers et cetera. La différence, c'est que, enfin, la différence entre un copywriter et nous, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où les copywriters ont rentré les gens dans le tunnel, d'achat, nous, en fait, on les fait rentrer dans le produit. On leur fait vivre le produit et donc on va travailler main dans la main avec les UX designers pour créer l'expérience. Voilà, donc ça déjà, j'espère que c'est plus clair et donc si justement une analogie que je prends des fois, c'est si je prends le métro, là où les copywriters, ça va être les pubs, qu'on va avoir, sur le chemin. Moi, mon travail, ça va être de vous amener d'un point A à un point B ou à Z et cetera et de vous accompagner sur le chemin pour aller, là où vous souhaitez aller. Et donc, le métro, c'est peut-être pas une bonne image pour vous, mais en tout cas, dans le produit, moi, je suis la personne qui va vous guider, pas à pas et qui va vous emmener, sur le parcours où vous voulez aller. En tout cas, vous essayer de vous rendre les choses le plus facile possible dans le cadre d'un produit ou d'un service. Après, tu me parlais, du jeu vidéo. Donc moi, je suis pas dans le jeu vidéo, mais je connais des filles notamment, enfin non, je connais une personne qui était aussi, un homme qui était aussi dans le jeu. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut travailler dans des jeux vidéo. On peut travailler, faire des applications sur des mondes connectés, on peut faire, de l'app, du web, voilà. Après moi, je me suis formée aussi pour faire, de l'assistant vocal et du chatbot, donc il m'arrive de former, sur ça, mais c'est des briques en plus. C'est pas parce on fait de l'UX writing ou du content design qu'on va savoir rédiger pour de l'interface vocale ou, rédactionnelle comme un chatbot. Donc voilà et après donc je pourrais pas te dire comment on fait, un jeu, mais je sais que dans ce que je sais dans l'univers du jeu, et après on prendra la question de Bamba, mais dans l'univers du jeu, en fait, il y a beaucoup de monde déjà et il y a beaucoup de rédacteurs déjà. Parce qu'en fait, vous avez des scénaristes, en fait, ça ressemble plus au cinéma. Il y a des scénaristes, il y a des game designers qui vont être sur les mécaniques de jeu, il y a des narrative designers qui vont être sur s'assurer que la narration, la manière dont on raconte l'histoire dans le jeu, soit fidèle à ce que le scénariste a écrit
Et donc maintenant, avec les game designers et d'autres métiers, il y a des UX designers, des UX researchers aussi tout le temps. De plus en plus, vous avez des UX writers ou des content designers, en fonction de comment on les appelle, qui intègrent les projets. Et alors après, je réponds à la question UX writing, content design. Il y a dans plein de métiers et dans plein de pays, là je pense à la France, mais je pense que ce sera la même chose chez vous, dans vos différents marchés, pays. C'est sensiblement la même chose. En fait, ça va être très différent. Enfin, souvent, c'est le même nom qui va être utilisé, pour dire exactement le même métier. Après, va y avoir des niveaux. Moi, je vais vous dire comment moi, je vois mon métier et pourquoi j'utilise content design. C'est que le mot UX writing, en soi, il est un peu biaisé. C'est-à-dire que ce que vous entendez, c'est writing et souvent on me limitait à: «Bah, tiens, j'ai des maquettes, réécris-moi ça» et je disais: «Non, ça c'est pas du tout mon métier» et en fait, c'était aussi intéressant enfin, en fait, quand j'utilise content design, il y a le mot design. Alors il y a pas le mot UX, j'avoue, mais il y a le mot design et le mot design, il aide à comprendre que je suis designer comme tous les autres, designers. Et après, le 2e point, c'est que, du coup, on me limite un peu moins, enfin, on me dit pas, «Tiens, il y a des mots», puisqu'en fait, je vais faire de la hiérarchie de l'info et je vais faire plein d'autres choses et je vais faire de la recherche et je vais faire des tests et je vais faire, un peu tout ce que fait tout ce que fait un product designer. Sauf que moi, je vais pas regarder la même chose dans l'interface. Je vais avoir un regard, oui, un peu différent. Mais je pourrais vous montrer le process et vous verrez, le process n'est pas différent, c'est, ce qu'on va faire dans le process qui est différent. Est-ce qu'on prend la question de Bamba? Oui, tout à fait. Bamba, tu peux ouvrir ton micro et tu poses ta question. Merci. Merci beaucoup pour l'explication, Gladys. Avec plaisir. Super. Bonjour tout le monde, bonjour Gladys. Bonjour. Content de vous voir ici parler de votre métier. Vous avez en partie répondu à la question que je voulais poser. C'est quand tu disais je suis content designer, mais pas que, je suis aussi designer. Est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées en tant que content designer? Par exemple, si quelqu'un me dit je suis UX ou researcher ou UI, Mmh. j'arrive à visualiser qu'est-ce qu'il fait de ses journées OK. en tant que content designer. Est-ce que tu Qu'est-ce peux que je me... fais? Ouais. C'est une bonne question. Alors, en tant que content designer, là, je vais prendre un des projets sur lesquels je travaille en ce moment, ou même 2 des projets comme ça, parce que c'est des fois, en fait, ça va dépendre d'un projet à l'autre. Je vais pas forcément faire exactement la même chose. Mais ce qui est toujours commun, c'est, quand on nous présente un projet, moi, je vais être là et je vais prendre le brief comme le product designer avec lequel je travaille et on va écouter, les enjeux et moi, je vais poser la question de savoir, OK, quels sont les impératifs business? Qui sont les utilisatrices, les utilisateurs? Quels sont les problèmes qui ont été identifiés? Est-ce qu'on a des données qui peuvent nous aider à identifier ça? Donc ça va être, c'est un peu des questions de base, mais qu'on pose pas toujours. Après moi, ce qui va être, intéressant, alors parfois on va faire, enfin souvent, on va faire de la recherche utilisateur et donc, moi ce qui va souvent m'intéresser en début de projet, alors des fois avant même la recherche, ce que je vais aller faire, c'est chercher s'il y a des datas disponibles et qui peuvent m'aider. Par exemple, moi, il m'arrive, d'appeler j'ai travaillé sur un chatbot, c'était, il y a quelque temps, c'était chez Renault pour, aider les gens à, en fait, la problématique, elle était qu'il y avait beaucoup d'appels au SAV, et qu'en fait, ils souhaitaient réduire le nombre d'appels, au call to action sur des appels qui étaient récurrents et qui étaient automatisables. Bah, là, c'était intéressant. Moi, je leur ai demandé: «Est-ce que vous avez, l'ensemble des retours d'utilisateurs que je peux écouter, et sur lesquels, en fait, moi, ça va me permettre de comprendre, quel est le problème, comment les gens, expliquent les choses, quels sont les problèmes même éventuellement dans les explications qui sont données par les agents». Et sur certains projets, donc pas forcément ceux-là, mais après donc souvent on va faire de la recherche utilisateur et en fait, en fonction du projet, je vais pas forcément poser les mêmes questions, et souvent je pose pas les mêmes questions qu'un product designer parce que moi ce qui va m'intéresser c'est, enfin ça dépend du problème, mais souvent ce qui va m'intéresser c'est, quel est le problème? Quelles sont les frustrations, de la personne? Quelles sont aussi, les choses qui peuvent la motiver? Comment elle vit certains problèmes. En fait, moi, dans ce que la personne en raconte, je vais pouvoir, en tirer, des éléments, des fois des arguments. Je vous donne un exemple concret comme ça sera plus simple.
là, c'était pas de la recherche, c'était de la recherche, dans les forums. Mais sur un projet, des fois, j'en parle, ça s'appelle Mon Psy et donc peut-être que le site a bougé depuis parce que ça fait un moment que j'ai travaillé dessus. Mais en gros, il y avait donc c'est un projet de l'État français et l'enjeu, c'était, les personnes en France peuvent prendre 8 rendez-vous gratuits chez un psychologue qui est sur la base, de données du site. Donc voilà. Donc l'enjeu, c'était d'expliquer à des gens, qui peuvent avoir un certain nombre de rendez-vous. Maintenant, ce qui était intéressant pendant la prise de brief, c'est de comprendre qu'en fait, quand ils ont créé ce service, c'est parce qu'il y a des gens, notamment pendant le covid, la crise, il y a plein de gens, en fait, qui ont besoin d'aller voir un psy, mais qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psy. Donc, donner accès, enfin, 8 rendez-vous, et donc j'ai dit gratuit, je mettrai une nuance, mais à donner accès, en tout cas à des psys, à moindre coût, c'est un gros enjeu, pas juste pour les gens qui vont voir un psy et qui cherchent, à être remboursés et notamment avec la sécurité sociale, française, mais aussi, pour ces gens qui n'y vont pas pour des questions de moyens. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une autre cible, c'est les personnes qui n'ont jamais été voir un psychologue, parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas fous, parce qu'en fait, des fois, on nous donne l'impression qu'aller voir un psy, c'est pour les fous. Et comment moi j'arrive à attraper ces gens, à leur donner envie d'y aller, en tout cas ne pas leur donner, ne pas les démotiver. Pardon, mon micro. Et en fait, ce qui était intéressant, parce que je pouvais faire des tests, mais j'avais pas le budget pour avoir des utilisateurs, mais j'avais le budget pour les tests. Ce qui était intéressant, c'est que en fait, moi, j'ai été dans les forums et ce que je cherchais, c'était les patterns. Comment les gens, quand ils parlent de santé mentale, quels sont les termes qu'ils utilisent, quels sont les termes qu'ils emploient? Et en gros, j'en ai lu plein, 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 j'ai lu des pages et des pages. Et en fait, j'ai commencé à me dire: «OK, comment les gens, ils en parlent? C'est quoi les patterns, que je peux, retenir de ces conversations?» Et ce qui était intéressant, c'était que là où l'équipe en place, parlait beaucoup de, je suis déprimée et cetera. Enfin, c'était vraiment leur approche, ça. Moi, mon hypothèse, c'était que c'était pas comme ça que les gens en parlaient et j'ai jamais vu des gens dire, ça veut pas dire qu'ils l'utilisaient pas, mais j'ai jamais vu des gens dire: «Je suis déprimé». Et j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui disaient: voilà, comment ça se passe avec mon mari, ou voilà pourquoi je me scarifie, ou voilà pourquoi je fais ci, ou mes parents m'ont jeté à la porte parce que je suis gay, ou peu importe, enfin. Mais en fait, le gros pattern par rapport à mon besoin là, c'était que les gens vous racontaient un moment dans leur vie qui était compliqué. Et finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément trouver le bon mot, c'était de comprendre le bon pattern, et ce pattern là, je pouvais le réappliquer dans une interface. Donc la première chose que je voulais quand la personne elle arrive, c'est qu'elle se sente accueillie et pas qu'on lui dise: «Tu es déprimé», mais plutôt, et là, en fait, ce qu'on a mis, c'était: «Vous rencontrez une situation difficile?» point d'interrogation. Et après, il y avait, en parler, c'est déjà se soigner et cetera, et en gros, on les accompagnait comme ça, hem et en gros, cette compréhension, après moi, j'ai pu tester, avec des tests utilisateurs. On a fait des tests, de la page, de la landing page en question à l'époque. On a vu des choses qui allaient pas. Par exemple, une personne dit, pendant les tests, «Oui, vous avez dit que c'est 100 remboursé, mais là, vous dites que, la mutuelle paye une partie». Et ça m'a permis, par exemple, de voir que c'était pas si clair ce qui avait été écrit, et qu'effectivement, la mutuelle remboursait une partie, donc il fallait le clarifier. Il y a une partie, que la personne paye, il y a une partie, que notre mutuelle en France, en tout cas, rembourse, et il fallait que ça, ce soit clair, et ça l'était pas assez. Ou il y avait des informations qui étaient pas placées au bon endroit. Là, on parle de hiérarchie de l'info, donc là, c'était pas le problème des mots, c'était le problème de comment j'avais amené les choses. Il fallait modifier la hiérarchie, à des moments. Et voilà, et on va faire des tests, et des fois, on a des produits aussi qui sont, multi-pays, et donc ils doivent fonctionner sur des marchés. Et donc ce qui va être intéressant aussi, dans ce cas-là, c'est de se dire, quels sont les pays concernés? Par exemple, là, je travaille sur un projet où, possiblement, peut y avoir des personnes allemandes qui utilisent le service, mais de partout, parce que là, c'est comme je parlais de plaintes juste avant. En fait, si, le site est traduit en allemand, m'assurer que tout mon design soit pas cassé, parce qu'on est dans une langue beaucoup plus longue et que l'anglais et que le français, et donc qu'est-ce que je dois fixer dans le design pour que ça tienne? Donc il y a plein, plein, plein de choses auxquelles on doit penser, tout dépend du projet. Mais est-ce que ça te donne une meilleure idée de ce à quoi ma journée peut ressembler? Ouais, je comprends beaucoup mieux. Je comprends surtout quand UX researcher peut avoir des limites. Moi, je le voyais comme une personne qui
qui te donnait l'ensemble des données qu'il fallait pour créer une bonne expérience. Et là, je me rends compte que tout est une question de perspective. Ce que le UX researcher, disons, J'adore de cette métier, entre phrase. guillemets, voit, c'est pas ce que le content designer voit. Le UX Exactement. researcher peut découvrir ces patterns et ne pas savoir comment les résoudre. Il peut juste te donner cette Exactement. info. Il faut qu'on reformule, mais comment? Non, mais c'est un super point, parce que moi, c'est ce que je dis. Tu vois, je parlais avec quelqu'un et je leur expliquais pourquoi je pouvais les former sur la UX Research. Et ils m'ont dit, oui, mais on a des UX Researchers. Je dis, oui, mais en fait, eux, ils savent pas de quoi vous avez besoin. Et d'un projet à l'autre, on va pas forcément avoir besoin de la même chose. J'ai dit, si là, vous commencez à comprendre, j'ai dit, même si vous avez des UX Researchers, si vous commencez à comprendre comment la recherche fonctionne, comment vous pouvez faire des tests, quels sont les différents tests que vous pouvez utiliser, si vous commencez à comprendre, en fait, avec votre regard, ce que vous voyez, et surtout, vous pouvez commencer à expliquer à des UX Researchers de quoi vous avez besoin, la recherche, à la fin, c'est pas la même. Aujourd'hui, en fait, pour ces gens qui font ce métier, mais qui ont aucune compréhension de la recherche, le problème, c'est qu'en fait, ils subissent, en fait, on leur donne ce qu'on veut bien leur donner. Mais comme tu as dit, en fait, chacun a sa perspective et on leur donne des données et on lui dit, débrouille-toi avec ça. Mais moi, ce que je dis souvent sur la recherche, je leur dis, moi, le problème, quand j'arrive, souvent, je me retrouve à refaire la recherche. Pourquoi? Parce que je veux dire, vous avez de la recherche? On m'a fait, oui, oui, on a fait de la recherche. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Tiens, on a des comptes rendus. Mais en fait, un compte rendu, c'est déjà une perspective par rapport aux données qu'on a gardées et qui nous semblaient importantes. Et moi, souvent, je leur dis, mais est-ce que vous pouvez juste me donner, soit vous avez encore la vidéo ou l'audio, donnez-moi l'audio, je vais écouter, ou si vous avez une retranscription, tu vois, si tu as l'audio et la retranscription, moi, j'ai déjà beaucoup de choses sur lesquelles je peux travailler, parce que la retranscription, je peux entendre des mots, je peux commencer à chercher des patterns, je peux commencer à chercher, à entendre des problèmes que je vais pouvoir anticiper ou régler dans le parcours. Mais moi, c'est pour ça que j'invite. Enfin, moi, je suis contente en fait que mon parcours n'ait pas commencé avec quelqu'un qui me disait tiens, c'est ça l'UX writing, mais en ayant fait vraiment ma formation du UX designer, en ayant compris l'intérêt, l'importance de la recherche et des tests. Et ensuite, j'ai rajouté la brique content. Et en fait, c'est un peu la faiblesse de plein du X-Writer ou de content designer aujourd'hui, c'est que souvent, en fait, ils sont limités, mais ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui vont juger des copies sur Internet en disant j'aurais fait ça, ça c'est mieux, ça c'est mieux, mais en fait, tu peux pas savoir si c'est mieux si tu testes pas. C'est ton avis personnel et c'est mieux pour toi, mais c'est pas forcément mieux pour les gens qui vont tester ton produit. Donc ouais. C'est ça. Excuse-moi, René, juste un dernier point. Désolée René. Que Gladys a souligné, c'est quand tu disais, il y a certains UX writers à qui on soumet juste des résultats et ils corrigent, par exemple. Moi, c'est mon cas dans ma boîte actuellement. On a ce qu'on appelle, ça allait être ma deuxième question, mais finalement, ça va pas être une question. Vas-y. En fait, on a ce qu'on appelle un groupe de technical writers. Donc, eux, notre secteur d'activité est un peu, disons, spécial parce que c'est tout ce qui est sécurité physique. On doit parler à des techniciens, des opérateurs, etc. Et souvent, nous, ce qu'on fait, on fait de notre recherche, on fait tout ce qu'il faut autour, on essaie d'écrire du content, etc. Et à la fin, on prend tous les écrans, tous les mock-ups, on le soumet au technical writer. Lui, il nous dit, oui, ici, mieux faut mettre je suis au lieu de je serai, je vais faire ci, etc. Il se base sur le texte et nous, on essaie de faire un résumé très rapide du contexte, etc. Et là, je me rends compte que s'il était impliqué depuis le début, s'il faisait partie de tout le process, il aurait eu beaucoup plus de facilité en fait à À corriger. comprendre. Bon, Mais surtout, alors, et après on prendra la question de René, mais pour moi, ça c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui ne comprend pas le process, parce qu'en fait, on ne fait pas le même métier, les technical writers. Il y a plein de points communs. Mais en fait, c'est quand même pas les mêmes métiers. Puisque souvent, les technical writers, après, peut-être que c'est différent dans la structure où tu travailles. Donc, tu as vu, mais en fait, souvent, les technical writers, c'est des gens qui vont, en fait, souvent, ils vont reprendre nos écrans et ils vont créer tous les protocoles d'aide, toutes les FAQ, enfin, toute l'aide en redonnant exactement les termes qu'on a employés, en disant si tu veux faire ça, tu vas faire 1,
2, 3, 4, ils vous listent toutes les tâches. Donc, toutes les FAQ qui sont très bien construites, il y en a qui sont nulles, hein. Mais en tout cas, souvent, il y a des technical writers derrière. C'est assez proche. Il y a plein de points communs avec ce qu'on fait, mais en fait, ils font pas de l'interface et ils font pas du parcours. Et en fait, c'est des gens, si en tout cas, ils sont pas formés, il leur manque l'UX dans leur métier. Moi, c'est pour ça que souvent, je dis, je suis une UX qui va construire une interface différemment. Et le truc, c'est que c'est comme quand, moi, des fois, il y a des équipes où le marketing vient te dire à la fin, oui, en fait, non, mais il faut écrire comme ça, il faut faire ci, mais pour quelles raisons eux-mêmes ne le savent pas. Et ça, c'est un point, je sais que c'est pas dans mon livre, mais je sais que ce sera dans la V2 de mon livre. C'est moi, maintenant, la manière dont j'explique mon métier, j'explique que mon travail, c'est de construire un système d'information. Quand vous regardez l'UI d'un parcours, vous allez avoir des couleurs, vous allez avoir une manière d'amener les choses, enfin, en tout cas pas informationnelle, hein, mais les couleurs, certains boutons, des formes de boutons, enfin, plein d'éléments visuels. Et c'est pour ça, c'est avec ça qu'on crée le design system d'ailleurs. C'est des éléments visuels qui créent un système. Et en fait, il faut juste imaginer que moi, mon métier, c'est de faire la même chose, mais au niveau de l'information. Donc, ça veut dire que oui, mais si je prends la surface, je vais créer un lexique contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école, utiliser toujours le même mot pour dire la même chose. Donc, le lexique, c'est voilà, comment on dit ça et pourquoi on dit ça. Et est-ce qu'il y a un contexte dans lequel on le dit et pourquoi, quand on utilise certains mots, par exemple des mots de la marque, en fait, on doit les écrire de telle manière et pas de telle autre. Ça, c'est le lexique, c'est la surface, on va dire. Mais après, si on va dans les couches inférieures, vous avez dans votre content system, et donc dans le design system, dans le contenu dans le design system, vous allez avoir une partie purement éditoriale. Par exemple, moi, si je prends l'euro dans plusieurs pays, vous n'avez pas le sigle euro, vous n'allez pas le mettre forcément au même endroit. Donc, si vous êtes dans ces différents pays, il va falloir le savoir pour que vous changiez l'endroit et qu'on anticipe où on va mettre le sigle euro. Est-ce que c'est devant? Est-ce que c'est derrière? En France, c'est derrière, mais dans d'autres pays, ça va être devant. C'est quoi la voix du produit? C'est quoi le ton du produit? Enfin, en fait, on va commencer à codifier. Mais la brique d'après, c'est comment je construis mes composants, parce que c'est bien de me dire tel composant, il a tant de radians et ci et ça, et me mettre tous les éléments visuels, mais votre élément, il dit rien tant qu'on n'y met pas la logique. Et la logique, au final, c'est bien le contenu. Et si je prends un truc qu'on connaît a priori tous, quand vous tapez sur Google, parce que vous voulez savoir si une boutique est ouverte, vous allez souvent avoir ouvert jusqu'à telle heure, et puis à une certaine heure, on va vous dire que là, c'est fermé ou que ça ferme bientôt. Et en fait, le composant, il est le même, mais en fait, on a changé le texte et ça ne veut plus dire la même chose et on ne vous pousse pas la même information. Et c'est bien lié à un composant où on y a mis une forme de logique grâce au contenu. Et en fait, c'est bien l'information va donner l'information. Enfin, l'information va avoir un impact sur le composant. Et ça, en fait, c'est souvent ce qui manque dans les design systems. Et c'est ce que, en fait, ton équipe de technical writer, ils ne savent pas ça. Et toi, ton travail, en fait, c'est de créer un système informationnel. Et quand quelqu'un va te dire, non, on ne peut pas mettre ça, là, je préfère que tu mettes tel mot. En fait, si tu as créé un système, à un moment donné, en fait, tu peux leur dire non, désolé. En fait, le système, on l'a codifié, ça a été testé. Et en fait, on met plutôt ça pour telle raison. Et puis, on a fait des tests, on avait testé différentes versions, éventuellement même leur version. Et en fait, ça marche pas. On va aller plutôt vers telle version grâce au test. Et c'est pour ça que je reviens toujours au test. C'est mon meilleur allié. Et j'ai répondu à ta question, Bamba? Oui, c'est super clair. Merci beaucoup. René, tu avais une question, je sais. Désolée si tu es encore là. Bon, il n'y a plus René. En tout cas, il a baissé la main. Ouais. Oui, sinon, non, il est là, la Il est là. main toujours. Ah, il est là, il a relevé. Ok. René, tu as la parole. Après René, Laurent prend la parole. Merci bien. Ok. Bonjour René. René a peut-être des problèmes techniques. Est-ce que tu nous entends? Ok. Bon. Sinon, tu peux poser la question par écrit. Oui, voilà, par écrit pour pouvoir, pour qu'on puisse te lire. Comme ça, voilà, au moins on répond. À minima, même si je ne peux pas t'entendre, on peut répondre. Ok. Ok, Mais bien. Voilà.
En attendant, on va revenir sur le sujet. Vas-y. L'USRATI, on commence par où? On commence par Euh, où? La question que Bamba posait, c'est vraiment, ça pose déjà les briques. On sait où on va, pourquoi. Et il ne faudrait pas juste changer les mots parce qu'il faut changer les mots, mais changer les mots parce que le test, parce que tu le dis toujours, 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 le test. ouais. Et ça, c'est vrai, puisque lorsqu'on travaille avec des gens et qui viennent, par exemple, tu as parlé du service marketing, par exemple, des gens, même des stakeholders qui débattent, qui disent non, moi, je n'aime pas ce mot-là. On ne sait pas pourquoi, on dit non, change-moi ça. Bon, on change, mais des fois, les gens s'énervent parce que le mot est vraiment. Comme tu as donné l'exemple de la mot psycho, quelque chose comme ça. Il y a des mots, par exemple, qui froissent parce que dans un domaine, toujours dans le domaine de la médecine Mm. et de la finance, il y a des mots qui choquent. Parce que mal employé, ça donne une autre idée. Mais dans ce Mm. cas, writing, on commence par où? Euh, En fait, il y a deux sujets. On commence par où, ça va dépendre du sujet et du projet. Maintenant, on commence par où ou on commence forme aussi. Mais par où on commence là, par exemple, si je prends le projet sur lequel je suis, en fait, je travaille avec eux depuis le mois d'octobre. Et en fait, il y avait déjà des maquettes qui avaient été faites par un product designer. Donc, en fait, des fois, il y a des projets, ils existent déjà. Et on va corriger, et on va retravailler, et on va tester des choses et essayer d'améliorer. Des fois, il y a des projets où il y a rien. Et quand il y a rien, ben, ce qui est top, c'est qu'on va tout créer. Enfin, même des fois, on recrée tout quand il y a déjà des choses, hein. Mais ce qui va être intéressant, c'est de vraiment comprendre le problème. Pour moi, enfin, donc on commence par où? On doit toujours commencer avec, bah, tes PM, tes product managers, qui t'expliquent un peu l'enjeu. S'il y a de la recherche qui va te permettre de comprendre, des problèmes. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller regarder dans les forums s'il y a des choses qui remontent sur le sujet. N'hésitez pas à demander au service après-vente s'il y a des choses, qui remontent sur la question ou sur, le parcours sur lequel vous travaillez. Moi, ça m'est déjà arrivé de leur dire: «Je travaille sur telle question, est-ce que vous pourriez me remonter tout ce que vous trouvez sur tel sujet?» en disant: Je vais prendre tel pays, sur des langues que je comprends». Et après, des fois, on me remonte des données, je dis: «Oh mon Dieu, on n'a même pas», enfin, tu vois, quand on se rend compte que les gens, ils appellent le SAV, juste pour leur demander, parce qu'en fait, il y a pas de bouton pour se désinscrire de l'application, et qu'en fait, on comprend en regardant les remontées du SAV que, bah, faudrait peut-être résoudre ce problème parce que c'est pas un petit problème. Donc on commence où? On commence par, déjà prendre le brief et essayer de bien le comprendre, bien le décortiquer et se dire: «Maintenant, de quelles données je peux avoir besoin? Qu'est-ce qui peut m'aider à travailler?» Je rentre jamais, jamais, jamais par, je rentre jamais par, enfin, rarement par la copie. En fait, je commence toujours par la recherche une fois que je sais, quel problème je veux résoudre. Après, peut-être que je vais vous montrer un truc. Hem, je vais zoomer et je vais partager mon écran en 30 secondes. Mais une fois que vous avez votre recherche, moi là, en fait, quoique ça va pas, c'est pas vraiment la bonne slide. Je vais vous montrer une autre slide juste en dessous. Mais une fois c'est ça. Hem, une fois que vous savez, quel est, le sujet, le projet et cetera, bah, en fait, donc la recherche, qu'elle soit documentaire déjà, même si vous commencez par de la recherche documentaire, après si vous pouvez commencer, si vous pouvez parler à des utilisateurs, écouter comme je vous disais, des remontées du SAV, lire, des forums, et cetera, mais tout ce qui va vous apporter de l'information et que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, l'idée, c'est pas, que le product designer vous donne des maquettes, elles sont faites, non. L'idée, c'est de travailler main dans la main et en fait, le processus d'idéation, c'est que vous le fassiez ensemble. Pourquoi? Parce que la structure du service, il faut que vous la construisiez en commun. Même si après, vous allez peut-être, travailler en parallèle, remettre des choses en commun, mais il faut que la base, la structure, la hiérarchie de l'info, à minima, faut que vous soyez en phase avant de commencer. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, parce que en fait, souvent, quand on travaille dans les maquettes déjà faites, en fait, on est dans le modèle mental de quelqu'un d'autre. Quand vous faites de l'idéation et que vous allez être d'accord, pas d'accord, et cetera, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir vos désaccords peut-être très vite, mais ça va vous forcer à trouver des solutions qui parlent à minima à 2 modèles mentaux, ce qui est déjà mieux que parler à une personne et sa manière de penser. Et aussi parce que si je travaille dans les écrans de quelqu'un d'autre et qu'on n'est pas du tout en phase sur la vision, le problème, c'est que je vais casser son travail derrière. Donc c'est important de poser le cadre ensemble, de faire de l'idéation, en tout cas sur la base de la hiérarchie,
ensemble. Et puis après, il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez avoir à travailler vraiment sur votre périmètre et vous allez faire peut-être vos ateliers avec d'autres métiers, etc. Puis après, il y a toute la phase de conception. On parle de Figma, on est chez Friends of Figma. En fait, c'est le moment où on peut faire du prototypage papier déjà. Et ce qui est bien, parce qu'en fait, nous, on n'est pas toujours les meilleurs sur Figma. Moi, j'utilise Figma. Je sais que là, mon challenge de l'été, c'est continuer à monter en compétences et continuer à me former pour être encore meilleur sur Figma. Moi, j'utilise Figma. Je vais retravailler sur des écrans, modifier des choses de mon côté pour pouvoir partager des idées, mais souvent c'est pixel imperfect, mais c'est pas grave en fait. Moi, ça nous permet de comprendre l'idée, de commencer moi à poser des éléments, les explications, savoir aussi ce que je vais devoir partager, et après on va recaler ensemble avec le product designer qui va peut-être me dire oui, mais en fait là ça marche pas parce qu'en fait on a tel composant, parce que moi je pense pas toujours composant. Je pense plus narration ou explication, etc. Mais peut-être que la personne va me dire: «Oui, on n'a pas tel composant, mais peut-être qu'on peut faire ci et ça», ou des fois moi je vais dire: «Oui, mais il y a tel composant ou telle idée». Je vais dire: «Voilà, ce serait mieux si la personne, elle doit faire ci ou ça», et voilà, on va commencer à co-construire ensemble. C'est pas juste j'ai marqué conception, mais en fait, c'est co-conception. Et la co-conception, des fois, parce qu'on parle souvent de la relation product design, content design, mais en fait, moi, il y a plein de choses que je vois aussi avec les devs quand je fais de la personnalisation. Des fois, c'est même pas le product design mon contact, ça va être les devs où je vais passer beaucoup de temps avec eux pour leur dire: «Voilà, là, je voudrais faire des variables». Tout à l'heure, je parlais du ouvert, fermé, on pourra le regarder tout de suite après. En fait, c'est pas le product designer en vrai, une fois qu'on a le truc et qu'on a posé, l'idée, en fait, moi, il faut que je définisse combien de variables je veux, mais est-ce que les devs vont me dire: «Est-ce que c'est possible, pas possible?» et cetera. Donc c'est intéressant. Des fois, sur des éléments où il y a du légal, je vais aller taper à la porte du légal et on va peut-être co-construire, puisque eux ont l'expertise légale. Moi, j'ai mon expertise technique sur le design, et en gros, des fois, je vais leur dire: «OK, là, c'est encore un peu long et là, il faudrait qu'on fasse ça et là, c'est pas très clair. Est-ce que» et eux vont me dire: «Oui, mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait ce terme parce que ça a telle importance». OK, et on va travailler ensemble. Là, je vous me présente le monde idéal, hein. Des fois, malheureusement, on nous donne du texte et on n'a pas de choix. Mais moi, de plus en plus sur mes projets, j'essaie d'expliquer, et cetera, pour qu'on travaille ensemble. Et puis après, on revient sur une phase de test. Est-ce que tout ce qu'on a construit fonctionne ou pas? Et puis si on a du multi-pays, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit corriger? Est-ce qu'on doit tester sur du multi-pays? Ça dépend, la localisation, ça dépend vraiment. Et puis des fois, il y a des équipes de localisation dans un monde idéal. Là, en fait, l'idée, c'est de leur donner toutes les explications, d'avoir pris leur feedback même au moment de la co-conception, leur dire: «OK, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez des choses qui peuvent être problématiques sur vos parcours?» Et si c'est le cas, prendre en compte leur feedback pour que quand on teste, que ce soit sur plusieurs pays ou pas, on voit ce qui va ou ce qui va pas. Est-ce que ça répond ou pas à la question? Et après, il y a la question de René, mais Ouais, ça répond. Merci bien. On va voir la question de René. allez, ma question. Donc 2 volets. 1, l'UX writing et le content design parlent de la même chose. Oui et non. Donc si oui, vous avez parlé un peu de content designer, le fait qu'il prend en compte l'animation, l'affichage, disposition des boutons. Ouais. Donc comme je disais, oui, ça peut être la même chose dans certains marchés, pas forcément, enfin, voilà, des fois on va choisir un terme. Par exemple, avant, chez Facebook, ils s'appelaient content strategist, ils se sont jamais appelés UX writer. Et maintenant ils s'appellent UX. Ils ont défini que maintenant ils s'appelaient content designer, et ils ont fait des articles pour expliquer pourquoi. En fait, ça va dépendre des équipes. Donc des fois c'est un terme. Des fois vous avez des équipes qui sont très grandes et où en fait ils vont choisir le nom par niveau. Et moi, ma vision, elle est que moi, je suis content designer et dans ma besace, dans mon sac, j'ai besoin de plusieurs compétences, et dans mes compétences, pour moi, en fait, l'UX writing n'est qu'une compétence. C'est pas mon métier, c'est une skills comme l'ALOCA, comme pour certaines moi, j'ai pas le SEO, mais il y a des gens qui ont le SEO et que ça va aider aussi à penser les parcours différemment. Donc clairement, ça, c'est pas une de mes compétences. Moi, j'ai, l'accessibilité, je me suis formée en accessibilité, je me suis formée en inclusion. Je parle de plus en plus éco-conception, mais je suis pas une experte, en tout cas pas là-dessus. J'ai fait des formations sur les stratégies de gamification et d'engagement. Donc, je fais pas du jeu, mais en fait, il y a des choses qu'on utilise dans le jeu qui peuvent nous aider à créer de l'engagement. Donc ça, j'ai fait des formations et je continue à apprendre dessus. Je me suis formée, j'ai fait 2 formations l'été dernier en design comportemental.
Et donc voilà. Et en gros, chacun va venir avec ses compétences. Et l'UX writing, pour moi, c'est une de mes compétences aussi parce que je comprenais pourquoi des copywriters disaient ah, mais en fait, il y a des choses que je fais, oui, parce qu'ils vont faire des choses, mais en fait, ce qui nous différencie, c'est qu'on est design. Tout à l'heure, je parlais de la différence entre copywriter et tout ça. La différence, c'est que nous, on va pas travailler dans un tableur Excel, on travaille dans les outils design et on fait du design et on va tester et on va faire de la recherche. Et la recherche journalistique, comme la recherche en copywriting, n'est pas la même recherche qu'on fait en. Enfin, un journaliste qui fait une recherche, il a une idée en tête, il sait exactement ce qu'il cherche et la manière dont on va poser les questions, c'est pas la même. Et moi, c'était mon parcours, je venais plus de ce côté-là. Donc, je savais faire de la recherche, mais en fait, je savais faire de la recherche journalistique. Et ce que j'ai appris en faisant de la UX research, de la recherche utilisateur UX, donc, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, là où on avait le droit d'avoir un biais en journalisme, parce qu'en fait, on cherche une information et on cherche à l'avoir par plein de moyens. En UX, moi, ce que je cherche le plus, c'est une forme de neutralité, en prenant en compte que le fait que j'ai des biais, que peut y avoir des biais dans la manière dont on va tester. Mais moi, je dois éliminer au maximum les biais pour comprendre l'autre et comment il va faire les choses ou comment elle va faire les choses sans, voilà, justement sans mettre des biais. Parce qu'en fait, il y a des choses que les gens vont faire soit pour nous faire plaisir et cetera et moi, ce que je veux, c'est éliminer ça au maximum. Donc, voilà, donc ça, c'est peut-être pour la première question, les différences. Donc moi, pour moi, voilà, comme la recherche et les tests, c'est une de mes compétences en tant que content designer. Et après, comment faire de la recherche pour le content design d'un produit si on prend en compte les difficultés de notre pays africain, car c'est un peu compliqué d'amener une population qui n'est pas habituée à des nouvelles stratégies de conception de produits, et ainsi le manque de formation en UX research et content design. Ok. Merci pour la question. Moi, en fait, les premières choses que j'ai faites, oui, je me suis formée. Mais en fait, il y a plein de formations et vous pouvez aller, il y a des formations qui sont gratuites, hein, en anglais souvent, mais il y en a plein. Mais vous pouvez aller sur Coursera, vous avez des formations en recherche. En fait, moi, le truc, c'est comme, enfin, prototyper, par exemple, c'est comme le prototypage, il n'y a pas besoin d'être UI designer. Je peux prendre. Là, par exemple, j'ai décidé que j'utilise des trucs, mais je vois toujours mes limites sur Figma. Et ben, en fait, cet été, je vais prendre une formation qui n'est pas une formation pour les content designers, en fait, qui est une formation pour tout le monde, et notamment pour ceux qui veulent devenir UI. Mais je vais faire la formation. Donc, vous, n'hésitez pas à aller sur Coursera ou aller regarder des sites en anglais ou aller regarder. Moi, j'ai commencé en lisant des livres. Je dois en trouver un là. Voilà, il y en a qui s'appelle User Research. C'est le premier livre que j'ai lu. J'ai ma librairie, donc ma bibliothèque, pardon. Je vais vous trouver 2 livres. L'autre, il est où? Voilà. Navré, ce sera en anglais, mais là, par exemple, moi, le premier livre que j'ai lu, c'est celui-là. Il s'appelle UX Research. C'est Brad Nunnally et David Farkas. Donc, si quelqu'un veut chercher le lien, c'est ça. Ça, c'est le premier livre que j'ai lu. On a un book club, je crois que tu en as parlé tout à l'heure. On a lu ça il y a quelques mois, qui s'appelle, je vais vous donner le nom, Strategic Content Design. Après, moi, je challenge un peu certains trucs du livre, en tout cas la posture qu'elle a dans le livre. Pour moi, on n'est pas obligé de faire que la recherche sur le contenu. On peut faire des tests d'utilisabilité, on peut faire plein de choses. Mais il y avait plein de choses intéressantes sur le quanti, le quali, plein de tests. Dans mon livre, qui est en français, j'ai un chapitre sur la recherche et j'explique comment faire un protocole parce que c'est hyper important. C'est pas juste lister des questions. C'est se poser la question de c'est quoi l'objectif, quelles sont les hypothèses qu'on se pose et c'est travailler sur le protocole vraiment pour se poser des questions intelligentes. Moi, souvent, quand je fais un protocole, je me rends compte de certains biais et je me dis ah mince, ok, j'avais pas anticipé ça. Et puis je commence à me dire ok, comment je vais structurer mon test ou ma recherche, etc. Et en fait, je vois plein de choses en commençant à écrire. Parce qu'en fait, quand on écrit, on structure les choses. Et n'hésitez pas à demander des questions, poser des questions à des gens qui sont UX researchers, par exemple. Moi, j'aime bien le protocole que j'ai dans mon livre. C'était une UX researcher qui me l'avait donné. D'ailleurs, je la mentionne dans le livre. Mais surtout, les UX researchers, des fois, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont plein de choses à faire. Et souvent, mais ils sont d'accord pour relire nos protocoles, challenger des choses. Donc, il faut être juste ouvert et accepter qu'on va souvent faire des erreurs au début. Mais à un moment donné, en fait, c'est un muscle qu'on construit et on devient juste meilleur. Moi, je sais que je suis trop contente. Alors, un truc sur la recherche,
c'est que plein de UX researchers ne comprenant pas complètement notre métier, souvent, en fait, moi, je vais flaguer des choses, je vais voir des choses en leur disant: «Oui, mais non, mais en fait, là, ça va pas» ou «La manière dont tu as posé la question, c'est un peu biaisé» parce qu'à force de le faire, bah, je sais. Voilà, donc c'est, en fait et souvent, comme ils comprennent pas exactement notre métier, il y a moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un, même des pros de la recherche, eux, ils vont être meilleurs que moi sur la technique parce qu'ils font ça tous les jours. Mais par contre, ils comprennent pas encore notre mindset et nos problèmes. Il y en a, oui, mais pas tous. Donc c'est génial parce qu'en fait, souvent, ils disent: «Ah, mais j'ai trop envie de travailler avec toi parce que je sais, qu'on va pouvoir, poser des nouvelles méthodes, penser à des trucs et tout». Donc vraiment, c'est un atout et en fait, ça vous rend encore plus stratégique et puis surtout, bah, quand, tout à l'heure, Bamba parlait des technical writer où je peux parler du marketing et cetera. Mais en fait, on n'est plus sur, j'aime ou j'aime pas, on est sur des choses rationnelles où on va dire, voilà pourquoi ça marche pas, parce qu'on a fait des tests et en fait, on s'est rendu compte en testant sur, 5 personnes qu'il y avait un problème là et qu'il va falloir qu'on revoie notre copie, éventuellement qu'on reteste et voilà. Ça, c'est très important. René, j'ai répondu à ta question ou pas trop? Merci, Bamba et merci Bamba pour les livres. Et du coup, le mien, qui s'appelle UX Writing, quand le contenu, transforme l'expérience, qui est en français. Je crois que Laurent, tu as une question? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis très content de participer à ce meet. C'est la première fois, je pense, que je discute directement avec un UX writer. Parce que moi, je suis... Bon, alors, pour mon cas, c'est un peu compliqué parce que je fais quasiment tout en entreprise. Et c'est C'est dur. difficile. Ouais. Voilà. Donc, c'est moi qui m'occupe de tout, des wireframes, du texte, enfin de tout, les animations, tout, les couleurs, c'est vraiment compliqué. Et du coup, comme je dis, tout ça en fait, c'est plein de trucs, c'est beaucoup de choses, c'est vraiment complexe. Mmh. Du coup, euh, à chaque fois qu'il y a un client qui a besoin d'un site internet, j'ai une question principale qui vient toujours, qui me demande, ou je me pose toujours la question de savoir, mais est-ce que pour ce cas-ci, il n'y a pas en fait une méthodologie précise? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux Mmh. dire. Parce que actuellement, par exemple, je travaille sur une marketplace parce qu'il y a un Canadien qui avait besoin d'une marketplace pour des restaurants. Un Canadien africain haïtien, il avait Mmh. besoin d'une marketplace pour voilà, mettre en relation les restaurants de la communauté africaine là-bas au Canada? Canada pour que, enfin, pour faciliter un peu la chose à la communauté, pour qu'il, voilà. Et pour encourager, je ne sais pas comment vous expliquer ça, parfois des mots me manquent comme ça, parce que vous voyez, il y a plein d'idées qui me viennent, c'est complexe. Donc, à chaque fois Heu, que je me mets devant un projet comme ça, je regarde l'existant, j'analyse, je vois ce que les autres ont eu à faire, mmh. je regarde le cahier de charges par rapport aux besoins des clients, et comme d'habitude, il y a cette question qui revient, je me dis, bon, mais pour ce cas-ci, est-ce que, et surtout en regardant le travail existant, je me dis, mais en fait, quelle méthode? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de, comment dirais-je, comme un template en fait Il y a pas de... un template, il y a plein de templates. Ah, tu sais, à chaque étape, comme je te dis, moi, en fonction du projet, je vais pas forcément utiliser exactement les mêmes techniques. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, regarde, Ouais. en fonction de, à qui tu parles, tu vois, là, tu me dis, on fait une marketplace. Bon, si c'est grand public, c'est un peu différent de si c'est pour les professionnels. Là où les professionnels, peut-être qu'ils ont leur propre jargon, donc quand tu vas faire de la recherche, que tu veux entendre bah, je vais donner un exemple qui est pas le mien, mais il y a une fille qui s'appelle Sophie Yanero qui travaillait chez Doctolib à l'époque et elle m'avait raconté, ben, en fait, elle connaissait pas le jargon des professionnels de santé, des médecins, tout ça et donc elle disait, en fait, on avait utilisé un mot pour dire, tu sais, pour parler des rendez-vous médicaux que tu as avec le médecin. En fait, ils ont la partie grand public et ils ont la partie pro et ils utilisaient, quasiment les mêmes mots ou en tout cas, ils utilisaient des mots
pour parler aux pros. Et en fait, ils se sont rendus compte que les pros, ils comprenaient pas de quoi ils parlaient. Parce qu'en fait, les professionnels, ils parlent pas. Enfin, il y a des mots qui, ils vont pas parler de rendez-vous, ils vont parler de consultation. Enfin, ils ont leurs propres mots. Et donc oui, il y a bien sûr des trucs. Et c'est pour ça que déjà encore plus quand tu fais, si tu fais du grand public, on va dire que c'est, je te dis, c'est pas plus simple au final, mais parce qu'en fait, faut faire simple et clair et tout ça. Il faut parler à un grand nombre de personnes. Mais quand tu parles aux professionnels, si tu les entends pas et si tu les écoutes pas, tu as 1000 fois plus de problèmes. Mais là, je vais peut-être vous donner un truc moi que j'aime bien proposer, et un test. Allez, une méthode d'idéation et un test que vous pouvez faire les deux sont hyper faciles. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire ça beaucoup quand je faisais du chatbot et de l'assistant vocal parce que ça m'aidait à structurer la conversation. Et j'ai commencé souvent à le faire aussi avec les équipes produits quand on a de l'interface traditionnelle à app et web. En fait, la technique, c'est de faire du jeu de rôle. Donc ça peut être intéressant d'avoir une personne qui fait l'interface. Enfin, c'est pas dire on lit pas l'interface, hein. C'est quelqu'un qui va résoudre le problème, de l'utilisateur et l'utilisateur, qui va jouer, qui ne connaît rien et qui va poser des questions peut-être parfois naïves, mais qui vont être intéressantes. Donc prenez pas quelqu'un qui connaît complètement, ou si la personne connaît, en tout cas l'idée c'est de commencer à voir comment, la conversation va être amenée. Parce qu'un truc qu'on voit souvent, moi que je vois souvent dans les parcours, c'est, des parcours qui sont pas logiques. En fait, on va emmener telle information, sur un troisième écran, alors qu'en fait, dans la vraie vie, on dirait pas ça. Donc, c'est toujours intéressant à plusieurs niveaux et moi, j'aime bien enregistrer. Donc, il y a souvent quand je prépare ça, mes ateliers, et quand on fait cet exercice-là, souvent je vais m'assurer qu'on fasse 2 fois le parcours où il y a pas de problème et qu'on fasse au moins 1 ou 2 fois un parcours où je commence à rajouter des problèmes, pour pouvoir commencer à gérer les problèmes, mais aussi voir comment la personne va gérer et quel impact ça va avoir sur la manière de structurer l'information. Et donc ça, là, ce qui est intéressant, ça va être d'enregistrer, mais surtout pour les personnes qui sont pas en train de faire l'exercice, ça va être de commencer à poser des post-it sur les choses que vous trouvez intéressantes, peut-être la manière dont les choses ont été expliquées, parfois des mots, parfois la manière dont l'information a été amenée jusqu'à la conclusion. Et des fois, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que, des fois, dans des parcours, la personne va arriver, mais en fait, il y a même pas d'accueil, il y a même pas d'onboarding, il y a pas d'accompagnement. C'est direct, connectez-vous. Mais dans la vraie vie, vous diriez pas ça, en fait. Même si c'est sur un point de vente, on va vous accueillir, vous dire bonjour d'une certaine manière. Évidemment, pas exactement de la même manière. Mais même quand vous allez sur Amazon, ou sur certains sites, on va dire on est content de vous revoir, en fait. Donc, ces trucs-là qu'on utilise dans la vraie vie, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir, voilà, remettre en contexte et se rappeler de certaines choses qu'on oublie parfois dans les parcours. Donc ça, un exercice que vous pouvez faire est vraiment penser au scénario, préparez bien vos ateliers. Et comme je disais, moi j'aime bien faire à minima 2-3 fois le parcours idéal et faire des parcours où je rajoute des problèmes pour m'assurer que je vois aussi comment on résout certains problèmes. Voilà. Un deuxième exercice, tout ça, c'est dans mon livre en l'occurrence, mais un deuxième exercice, que j'aime bien parce qu'en fait, on évite un peu plus facilement les biais. Et ça, on peut le faire à plein de niveaux quand on est en train d'itérer sur nos écrans. C'est le test, des surligneurs, que j'aime bien parce qu'en fait, on peut le faire de plusieurs manières, mais manière simple, des fois, ben, vous imprimez, on peut le faire en ligne aussi, mais vous pouvez juste imprimer, un écran ou plusieurs écrans ou l'onboarding, ça dépend ce que vous voulez tester, mais il peut y avoir plusieurs écrans. Vous allez prendre un surligneur, disons un vert et un rouge, mais vous prenez les couleurs que vous voulez, mais il faut juste dire aux gens, ce que vous attendez et vous allez leur dire, de surligner dans telle couleur toutes les choses qu'ils apprécient ou elles apprécient, tout ce qui leur paraît clair, tout ce qui leur paraît bien. Comme si c'est sur une feuille de papier, moi des fois je dis aux gens: «N'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié». Et dans une autre couleur, donc là j'ai pris rose ou rouge, de surligner, tous les éléments qui ne sont pas clairs, tous les éléments qui posent problème, et si possible, bah, d'écrire sur la feuille, à quoi ça fait référence. L'objectif de toute façon quand on fait de la recherche, c'est d'être neutre nous, on n'est pas là en train de dire, «Qu'est-ce qu'il écrit?» de froncer les sourcils, travailler son langage corporel, c'est important parce qu'en fait la personne peut, vouloir nous faire plaisir à la fin en disant: je vais pas lui dire parce qu'apparemment ça va poser un problème». Non, il faut réussir à être neutre, même limite laisser la personne faire ce qu'elle a à faire. Et puis ce qui est intéressant, c'est quand la personne a fini, lui dire: «OK, est-ce que vous pouvez m'expliquer?» Donc en général, moi je vais plutôt commencer par le positif. «Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez mis en vert? Pourquoi vous l'avez mis comme ça?» La personne explique, puis après on rentre dans le dur, sur les trucs négatifs et la personne vous dit. Ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle prend le temps,
de surligner, elle prend le temps d'indiquer, elle va vous expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai bien le langage corporel compte, très important. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est que si vous l'avez fait avec au moins 5 personnes, vous allez commencer à voir les patterns et donc voir certains éléments qui reviennent tout le temps et qui sont problématiques pour tout le monde ou qui peuvent être super bien pour un maximum de personnes aussi. Et ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que vous pouvez le faire très tôt, même si vous n'avez pas encore des écrans finis, même des fois vous n'avez pas des écrans, ça peut être des écrans dessinés, mais vous pouvez déjà le faire. Et moi, je me rappelle à un moment donné, je l'avais fait parce que j'avais un problème, dans un parcours, il y avait quelque chose de nouveau, enfin en fait, fallait vérifier l'identité de la personne. En fait, j'allais lui demander soit de payer 10 centimes, donc de rentrer ses données bancaires et de payer 10 centimes, soit d'avoir un process où elle va parler à quelqu'un et allumer sa caméra et montrer son visage et sa pièce d'identité. Enfin bref, c'était un peu nouveau. Et je sentais que j'avais une structure, mais j'étais un peu bloquée. Et je me disais: Là, je suis pas sûre d'avoir fini le job. Pour moi, c'est pas encore suffisamment clair. Et en fait, j'ai été testée avec mes surligneurs et en fait, j'ai complètement compris en voyant les gens, les écoutant me raconter ce qu'elles comprenaient pas. J'ai très vite compris les choses qu'il fallait corriger dans l'explication. Donc voilà 2 exercices, hyper simples. Et si vous êtes sur du grand public, ben, c'est facile et il suffit d'aller prendre vos impressions ou éventuellement un ordinateur. Parce que sur certains sites, tout à l'heure, je vous ai montré mes slides là sur Mural, on peut surligner, hein, aussi. Donc vous pouvez le faire en ligne, mais papier, au moins ça va vite. Et si vous êtes sur du grand public, ben, allez essayer d'aller dans un endroit où vous pouvez trouver, si vous êtes sur des étudiants ou pas, ben, allez trouver les gens qui correspondent à votre cible et allez tester pour pouvoir très vite itérer et avancer. Et si vous avez des cibles plus, professionnelles, plus difficiles à trouver, ben, faut aussi voir, comment vous pouvez y avoir accès. Comme tout à l'heure, je disais, écouter les audios, du SAV, ça peut être intéressant si vous avez du SAV. Hem, Parfois, assister à entendre les questions des gens, juste assister à des appels, et juste être à côté et écouter, vous allez comprendre plein de choses sur, la manière dont, le conseiller aide. Chez Renault, je me rappelle avoir, en fait, je travaillais sur un bon bref, peu importe, mais j'avais été en concession, parce que je travaillais sur un parcours un peu particulier et je voulais comprendre comment les vendeurs, mais comme aussi les questions qu'allaient poser les gens, mais aussi comment, les vendeurs, les conseillers de vente, allaient expliquer, hem, des informations sur le véhicule et quels mots ils employaient et cetera et c'était hyper intéressant. Donc voilà. Donc il y a plein de choses très simples. Aller écouter, donc faire du shadowing, les surligneurs, le jeu de rôle, et plein d'autres choses, très simples, qui peuvent vous aider vraiment au quotidien et vous aider à avoir des produits plus, enfin meilleurs pour les gens qui les utilisent. Ça va Laurent? Oui, ça va. Jusque-là, ça va. OK et ça te Donc, va comme exercice ou pas? Tu as déjà testé? bah, je dirais que je l'essaie souvent, mais généralement, le premier utilisateur, c'est moi-même. Eh ben, ouais, mais on n'est jamais l'utilisateur, donc tu peux pas être le premier. Bah, comment expliquer ça? Bah, ce que j'essaie de dire, c'est que j'essaie de me mettre à la place d'un utilisateur d'abord, Mmh. parce que il y a une chose que j'évite toujours, c'est d'aller me casser la figure devant les gens. Donc, je fais d'abord comme si j'étais un utilisateur pour voir si ça donne quelque chose de bien. Ensuite, je vais voir mon équipe, l'équipe informatique. Je Mmh. me sers d'eux en fait comme utilisateur pour essayer sur eux aussi. Mais ça s'arrête pas à ça. Parce qu'en fait, c'est bien, nous poser toutes les questions, de tester en interne, ça peut être, une phase, mais en fait après, faut vraiment comprendre que, tous les gens qui travaillent sur un projet, ils ont un biais. Même moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait un test chez Renault. Mais en fait, tous les gens, ils avaient un avis à me donner, ils étaient en train de m'expliquer leur science parce qu'en fait, on peut pas être les utilisateurs. Là, j'ai compris, hein, le début, c'est se mettre à la place d'eux, j'entends. Mais et si en plus, si tu le fais avec de la data, c'est mieux. Donc c'est pour ça que je reviens vraiment sur ça. Mais il y a vraiment ce sujet de je sais que nous aussi, hein, enfin, on fait des designs critiques, on regarde les écrans des autres, on va donner des feedbacks parce qu'on pense pas tous pareil et que ça peut aider à corriger et à identifier des problèmes. Mais ça n'enlèvera jamais le test avec des personnes qui ne connaissent rien
Alors là, effectivement, peut-être que c'était plus compliqué d'aller tester avec des gens qui sont, au Canada, mais en fait, peut-être que ton client, ton commanditaire, il pouvait t'aider à trouver des gens en leur disant bien: «Il faut pas leur expliquer, il faut pas les briefer et cetera, mais j'ai besoin d'avoir des gens qui correspondent à la cible». Et après, mais donc ça, tu vois, là, sur Google Meet, tu pourrais faire des tests, en plus en utilisant Figma et d'autres outils de prototypage. Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, mon premier cercle, c'est d'abord l'équipe Mmh. informatique. Je vois avec eux. Ensuite, je vais voir avec la compta, ceux qui comprennent vraiment rien à l'informatique. Je vois avec la compta, l'équipe de communication. Ensuite, on planifie une réunion avec le client pour voir avec lui-même déjà. Et ensemble, on voit des stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer ce qui ne va pas et tout. Bon, Maintenant, c'est pas très UX, mais au moins vous testez, mais le mieux, c'est de tester avec les personnes qui sont censées être la cible. Parce que tu identifieras jamais autant de problèmes. Comme je te dis, en fait, qu'il y ait des process en interne, aucun problème, parce que même nous, même moi, il m'arrive de le faire et c'est important parce qu'en fait, l'idée, c'est de prendre très vite du feedback. Mais vous êtes pas l'utilisateur. Voilà. Le mieux, c'est voilà, comme dit René, le mieux, c'est de faire du proto et d'aller tester avec des utilisateurs potentiels hors de ton environnement. Je valide, à 1000. En fait, tu n'entends pas la même chose. Tu n'entends pas la même chose et surtout quand la personne, elle y connaît rien et qu'elle est dans son contexte ou dans un autre contexte et qu'en fait, elle a pas que ça à faire, en fait, tu commences à avoir des vrais usages. super, ça marche. Je prends bien ça en compte. Bon, en tout cas, bon courage parce que je sais que c'est pas forcément facile et des fois, on nous laisse pas forcément le faire, mais il y a toujours des moyens déjà de commencer et en fait, pour moi, des fois, on n'a pas moi, j'ai pas commencé, en faisant le truc parfait, avec tout le process. De plus en plus, c'est ce qui arrive parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients, mais mais au début, j'ai avalé des couleuvres et des fois, au tout début, alors la recherche, non, au tout début, la recherche, ça arrivait hyper tard et je devais un peu me fight et dès que j'avais des opportunités, je le faisais ou je descendais dans le Darty, en bas de chez Renault, là, je pense, tester des trucs. Ou dès qu'un de mes clients ou commanditaires, enfin, je prenais toujours la bonne parole et à un moment donné, il y a des choses qui ont bougé, en tout cas dans les projets sur lesquels j'ai bossé, mais j'ai pas commencé en faisant la totale et en faisant tout, mais prenez, l'habitude de faire des petites choses, même si c'est petit, mais je vous promets, même vous, vous allez gagner en confiance et quand ils vont entendre des feedbacks, bah, en fait, c'est pas pareil et l'autre truc aussi, c'est que le truc le plus important au final, moi quand je dis mon meilleur allié, c'est la recherche, c'est que c'est ce qui coupe court à toutes les discussions stériles. C'est-à-dire que sinon tu vas te retrouver avec moi des fois je me retrouvais avec des trucs, je dis: «Mais non, mais ça c'est ni fait ni à faire» et je le sais et en fait ce qui va sauver le truc, c'est pas de me battre avec les gens, de dire: «Non, mais ça c'est mieux parce que je pense que c'est mieux». C'est: «OK, moi j'ai telle version, on a telle version, on va les tester». Soit on va tester les 2 versions, soit on va en tester qu'une, mais demander aux gens, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils doivent faire et cetera ou leur donner un scénario et en fait, quand il y a un truc vraiment problématique, des fois c'est un avis personnel et on a 2 versions et en fait, l'une peut être meilleure que l'autre et aucun problème. Mais des fois en fait, on n'a pas le «j'aime bien, j'aime pas». Non, en fait, on sait pourquoi ça marche et en fait, on est là pour faire de l'UX, on n'est pas là pour faire, on n'est pas c'est pas de la poésie ou des trucs comme ça. Je sais que c'est pas ce que tu as dit, hein. Mais voilà. Est-ce que vas-y, tu voulais dire un truc? Oui, d'accord, mais j'ai bien compris. Le prototypage, je le fais déjà. Mais je vais continuer sur ce. Enfin, en tout cas, je vais appliquer ton conseil dès lundi parce que j'ai un test utilisateur ce lundi. Bah, top. Et euh, j'avais une deuxième question, puisqu'il s'agit de UX Writing. Je voulais savoir justement, est-ce que, par exemple, pour écrire des appels à l'action, est-ce qu'il y avait, par exemple, comment dire, une Des règles? méthodologie, une technique particulière à appliquer? Ouais. En fait, il faut que ton call to action, ton appel à l'action soit clair. C'est-à-dire que quand je le lis, je dois comprendre quelle est l'action. Parce qu'en fait, par exemple, en savoir plus, tu sais pas forcément ce qu'il y a derrière. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas les utiliser, hein, mais ça pose des problèmes d'accessibilité et tout ça. Donc
Après, je vais pas donner des règles générales, quoique j'en ai dans mon livre, il faudrait que je regarde, je me rappelle plus, enfin, je sais quelles sont les règles, mais je sais que j'avais posé, des règles un peu précises. Mais, souvent, pas tout le temps, souvent ça va être, le verbe d'action, à l'infinitif ou pas, ça dépendra, et par exemple, modifier. Tu vois? Tu as le enfin, le verbe là, il suffit à lui-même. Mais des fois, tu vas avoir, hem, je sais pas, là, j'ai pas de call to action en tête, mais commencer la démarche, commencer, votre plainte, par exemple. Ça, c'est le sujet sur lequel je suis en ce moment. Mais après moi, je sais que j'avais travaillé un peu, j'avais essayé d'analyser certains sur des sites très, très, très matures où ils font beaucoup de recherches, où donc des fois, ils vont choisir entre tel CTA et tout ça. Là, je pense à Google. J'avais analysé un peu, certains parcours de Google parce que je voyais qu'ils avaient différents types de call to action et j'essayais de craquer, la méthode et enfin craquer un truc et j'avais compris qu'en fait, alors moi j'en ai que 3 mais peut-être qu'il y en a plus que 3 mais en tout cas moi j'avais compris qu'il y a les CTA, alors je vais aller un peu dans du détail, mais en fait il y a les CTA informationnels, ce que je viens de te dire. Quel est en fait quand je clique dessus, je dois comprendre quelle est l'action et ce qui va se passer. Il y a les CTA fonctionnels, type ajouter et cetera. C'est pas de l'information, ça enfin ça vous dit ce qui va se passer, mais c'est lié vraiment à la fonctionnalité. Et en fait, il y a les CTA émotionnels qui sont des CTA, qui vont arriver à des moments bien précis, qui sont hyper chauds et cetera. Et c'est là où on fait du design émotionnel, et c'est un des CTA type, payé. Et donc, un des CTA que j'avais notamment analysé, c'était, Google donc qui avait partagé, c'était le premier truc que j'ai vu quand j'ai commencé à faire ce métier, c'était, ils avaient analysé book a room donc, réserver une chambre et check availability, donc vérifier, les disponibilités de la chambre. Et en gros, ils avaient analysé que le check availability avait plus 17 par rapport à l'autre. Et donc là, je m'étais dit: «Ah OK, comment ça marche? Pourquoi?» Et en gros, si vous vous posez la question, des fois je la pose à mes étudiants, parce que c'est un bon exemple, pour comprendre de l'émotionnel vs de l'informationnel. Book a room, on vous dit: «Voilà, bah, réserve ta chambre» et en fait, le CTA, il est déjà c'est intéressant parce qu'il est déjà très engageant, réserve une chambre. Il dit ce qui va se passer, donc c'est informationnel, aucun problème. Je comprends ce qui va se passer et en fait, moi là, si je clique sur le bouton, on va me demander de réserver. Check availability, en fait, la nuance, c'est qu'en fait, on va jouer, c'est pourquoi c'est un CTA émotionnel. En fait, on va jouer sur votre curiosité. Là, l'intention et justement, là, je parle des leviers d'engagement. Tout à l'heure, je parlais de ça. On va utiliser un levier d'engagement qui s'appelle la rareté et notre objectif, c'est de piquer votre curiosité et que vous vous disiez: «Est-ce que je peux l'avoir?» Pourtant, en fait, ce qui va se passer derrière, c'est la même chose. Je vais vous donner la disponibilité, je vais vous donner des informations pour, réserver et cetera. Mais en fait, là, j'ai été jouer sur l'émotionnel et en utilisant la rareté et donc en essayant de piquer votre curiosité et en gros, s'il y a plus 17 c'est juste qu'en fait, il fonctionne, et qu'en gros, ben, là, ce levier d'engagement-là, la rareté à ce moment-là fonctionne et donc c'est pour ça qu'en gros, voilà. Mais donc il y a, faire des CTA informationnels, c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent, mais sur ces moments chauds, peut-être utiliser, des CTA avec certains leviers d'engagement. Il y a pas que la rareté, il y en a plein, des leviers d'engagement. Mais c'est ce des fois, on peut se dire: «Attends, on va tester la rareté, on va tester un autre» et on peut mais moi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que j'aime bien apprendre sur ces trucs-là, c'est que moi, enfin, bah, en fait, ça nous aide à commencer à faire des parcours beaucoup plus fins et et à commencer à mettre de la nuance sur nos CTA, à mettre de la nuance dans des éléments de parcours. Et donc, comme tu dis, surtout en travaillant sur un produit qui n'est pas sorti, oui, et ben, si en fait, si tu testes pas, tu sauras jamais si ça marche, clairement. Attends, OK. Mais du coup, ouais, voilà. Donc pour les CTA, il y a plein, enfin, il y a pas plein de méthodes, c'est assez simple en vrai, mais c'est faire des CTA clairs, informationnels, et après les autres, les utiliser au bon moment, quand c'est pertinent et surtout l'émotionnel. Payer, c'est un CTA émotionnel parce que c'est très, très, très engageant et que c'est déjà très fort. Même si je n'ai pas joué, j'ai pas besoin d'aller utiliser un levier d'engagement, payer en soi, c'est déjà très fort, même si c'est très simple, et même si c'est aussi du coup informationnel. Mais, voilà, après on peut jouer sur des leviers à des moments précis, quand c'est pertinent. Est-ce que quelqu'un d'autre avait, déjà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Laurent? Oui, c'est clair. Déjà, je viens d'apprendre du coup qu'il y a des CTA qui sont informationnels et d'autres fonctionnels.
et émotionnel. Et émotionnel. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais c'est ce que moi j'aime bien dans mon métier en associant, parce que là c'est, des trucs de la gamification, en associant des trucs du design comportemental, en fait moi ça me permet, on a l'accessibilité aussi. C'est ce qui me permet d'être beaucoup plus fine dans mon métier, de découvrir des méthodes qui s'appliquent à ce que je fais, et de commencer à être hyper précise, quand je travaille sur un parcours parce que je sais pourquoi je fais ça. C'est pas un hasard et je peux aussi expliquer, aux gens qui vont m'expliquer, la vie parce qu'en fait ils savent écrire, pourquoi en fait ce qu'ils proposent correspond pas, à quelles règles ça correspond, sans être dans le drame ou voilà, en fait, je peux expliquer les règles et leur dire, voilà ce qu'on va aller jouer. Voilà, et même leur demander des idées éventuellement sur des versions, mais voilà, ça change l'approche. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ou est-ce qu'on a fait le tour? Bon, J'espère qu'on a fait le tour, je sais pas. Ah, ok, Bamba, une question. Ouais, une dernière. Cette question, elle est un peu plus, je vais l'appeler, je vais dire c'est un cas très spécifique ou pratique. Qu'est-ce que vous pensez du fait de suivre les standards? Bon, je vais dire standard parce que le cas précis que j'avais, c'était, on était en train de designer des dialogues. Par exemple, après la suppression d'un user, après avoir fait telle action. Et on était en train de débattre. Je pense qu'on nous a pris 2 jours entre le technical writer, notre staff, non pas staff, notre principal designer, qui tout le temps amenait des références à Polaris de Shopify, de Google, etc. Dans Polaris, il disait il faut éviter d'utiliser le terme êtes-vous sûr, are you sure, etc. Et le technical writer, il était pour le are you sure. Et à la fin, l'argument de notre principal designer, c'est Polaris, qui est un des géants, le recommande. Il y a notre technical writer qui est là en mode non, are you sure, ça peut être très pratique. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qui est bien de faire? Qu'est-ce que vous recommandez? OK. Alors ça, c'est un truc particulier, et je sais que j'ai écrit dessus, mais d'abord, la question, elle est il y a des règles, les règles de lisibilité, les règles d'accessibilité, il y a plein de règles qui sont des standards, OK? En fait, qui peuvent marcher, sur n'importe quel produit. J'ai dit lisibilité, certaines règles de hiérarchie de l'info, et cetera. C'est juste des règles, OK? Comme, là, je parlais de l'engagement, il y a plein de types d'engagement, et après, tous les engagements vont pas marcher sur tous les parcours. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de règles qui doivent fonctionner sur n'importe quel parcours. Et après, il y a les règles qui sont contextuelles, qui correspondent à un projet, un produit, où en fait, on va soit créer des règles, soit réappliquer des règles existantes. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont globales et il y a des choses qui sont contextuelles. Ça, c'est important et il faut le comprendre. Après le «Are you sure?» Bah, en fait, moi, j'aime bien, moi là, j'ai eu à l'utiliser sur un parcours parce qu'en fait, si la personne, elle sort du parcours, elle crache toutes ses données. Après, il y a plein de manières de le dire, on n'est pas obligé de lui dire: «Are you sure?» hein, non plus. Mais par contre, tu vois, si tu es en train de faire un truc et que je te dis: «Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Non, 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 non». En fait, faut savoir à quel moment on le fait et pourquoi on le fait. Parce que, en fait, si c'est juste parce que là, ça t'arrange pas ce que la personne est en train de faire, mais qu'en fait, enfin oui, je veux enlever ça et je suis sûre et en fait, il y a des gens que ça va beaucoup agacer. Donc faut vraiment choisir le moment et que ce soit si jamais vous le faites, parce que là, par exemple, j'avais pas le choix, parce que la personne, elle perd, tu vois, peut-être, des heures de travail, pour poser sa plainte. Là, si j'utilise, faut qu'il y ait une raison et que ce soit vraiment un moment critique, et pas juste parce que là, ça nous arrange de lui dire: «Non, mais tu es sûr de vouloir faire ça?» Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais comme dans la vraie vie. Si, là, tu arrêtes de faire un truc, si là, tu es sur le point vraiment de faire quelque chose de grave, très grave, et qu'on te dit: «Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça?» Après tu pourras te dire, «Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, d'accord? J'avais pas pensé à l'impact». Mais si, tu es en train de faire un truc, enfin, minime et qu'on te dit: «Tin, tu es sûr?» Ben, tu vas dire: «Non mais c'est bon, oui, je suis sûr, laisse-moi tranquille». Donc le sujet là, le sujet il est plus dans enfin, il faut éviter d'utiliser ça et donc pas l'utiliser à outrance. Mais si c'est un moment vraiment critique, très critique et que
vraiment, c'est la seule option. Après, peut-être que ça peut être formulé autrement, mais si c'est la seule option, c'est la seule option. Mais il faut que ça matche le niveau de criticité. Faut pas que ce soit utilisé juste pour utiliser, tu vois? Ok, ok. Donc Merci voilà. beaucoup. Mais tu vois, si la personne, là, en faisant tel truc, elle perd tout, bah, ça peut valoir le coup de lui demander. Ok, Mais c'est tu vois, c'est clair. là où c'est une règle, c'est plus en fonction du contexte. C'est pas juste la règle. Mais Polaris, ils ont raison sur plein de trucs, hein, et peut-être que vous pouvez le formuler autrement au lieu de dire Are you sure? Tu vois, il y a peut-être que c'est aussi la formulation qui est problématique. Ouais, sauf que dans ce cas, si tu veux trouver une autre formulation, ça va être compliqué. Par exemple, delete user. Si tu lui dis pas are you sure, Voilà. soit tu lui demandes si tu es sûr, soit tu lui demandes pas. Et si tu lui demandes pas, c'est un peu risqué quand même pour un. Mais si tu lui demandes s'il est sûr, c'est intéressant. Enfin, je pense que c'est important de lui expliquer quel serait l'impact de tel geste. Tu vois, où vous allez perdre l'ensemble de vos données. À minima, tu lui as apporté de la valeur parce que tu lui as expliqué pourquoi. En fait, qu'est-ce qui va Mhm. se passer? C'est pas juste est-ce que tu es sûr, c'est est-ce que tu es sûr parce que là, tu vas perdre l'ensemble de tes données. Ok, Et tu vois, là, au ok, moins, je peux évaluer le pourquoi tu m'envoies ce message et quel est le poids de mon action. ok, je comprends. Merci beaucoup. Laurent, avec plaisir. Oui, Vas-y. déjà, je pense que j'ai déjà eu affaire à quelque chose d'assez similaire. Mais après, je me suis juste rendu compte que au lieu de demander, euh, par exemple dans son cas, au lieu de demander à l'utilisateur s'il est sûr, ce serait justement, je pense, nécessaire seulement d'informer à l'utilisateur qu'en fait, si il décide de supprimer, voici ce qui se passera, Oui, ou l'impact. voilà, ouais, tout simplement. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et en fait, c'est moins. Franchement, si je te demande à chaque fois, t'es sûr de vouloir faire ça? En fait, ça t'énerve plus. Tu vois? Et c'est pour ça que je reviens sur la formulation. C'est hyper énervant. Donc, oui, si tu me dis en réalisant telle action, vous risquez de perdre toutes vos données. Il y a pas de Are you sure? Mais tu m'as bien dit exactement ce que tu dis, Laurent. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Tu m'as dit l'impact de l'action que je vais réaliser, et tu me demandes si j'ai véritablement, enfin, tu vois, si j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et peut-être que oui, j'étais sûre. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, si tu peux l'éviter, c'est comme, «excusez-nous», tu vois? Des fois, tu peux t'excuser sans dire: «Excusez-nous», tu vois? Donc si vous pouvez l'éviter, c'est bien. Est-ce qu'on a fini ou est-ce que vous avez, encore des questions? Il y a plein de timides, parmi vous. Ouais, je sais pas. Ah, ok. Les gens en train de rire, ça suppose que ça s'est bien passé. Bon, bah, tant Donc, je mieux. crois que, ouais, vraiment, ça s'est bien passé. Merci à tous ceux qui sont venus. Je ne sais pas trop si Gladys, tu as quelque chose d'autre à ajouter ou quelqu'un d'autre. Sinon, je pense qu'on a eu vraiment ce qu'il faut. Mais tu sais, Ah, ok, Laurent, une seconde. Je pense que je dois encore t'inviter. Tu dois encore passer, Gladys, Ah bon? pour histoire, oui, nous parler de chatbot et tout ça, là. En fait. OK. Ça serait aussi Après intéressant. À toi de voir quand ce serait possible, hein. OK, bah, Ouais. moi ou éventuellement en binôme avec quelqu'un qui est parce que moi je suis il y a encore plus expert que moi, mais en tout cas, oui, il y a pas de souci, oui, ou éventuellement je donnerai un contact de quelqu'un qui est vraiment pointu. Mais Ok, merci beaucoup. moi je suis pointue, sur, comment on les écrit. Et c'est pour ça que, j'ai fait des formations, mais j'ai aussi formé là-dessus. Après il y a des gens qui pourront vous expliquer la technique et sur ça, je serai moins bonne, si en tout cas ça vous intéresse. Bon, t'inquiète, on va prendre ce que tu nous proposes. Ah, ok. On peut prendre les deux Non mais pour pouvoir avoir non plus mais la je peux aussi connaissance. et je peux demander, je pense à quelqu'un, si elle veut bien venir, éventuellement on pourra faire en binôme. OK. Ok, merci bien. Laurent, tu as une dernière question, n'est-ce pas? Bon, c'est pas une question, mais en fait, je voulais juste donner mon appréciation par rapport à cette réunion. Je l'ai trouvé en tout cas très très intéressant parce que généralement, pendant des projets, quand on va chercher des informations relatives à des problématiques comme celles qui ont été citées ici,
on est obligé parfois de lire de l'anglais. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Donc, en tout cas, c'est très rare de trouver du contenu réglant qui aborde des problématiques auxquelles nous faisons face, qui sont en français. Donc déjà, je tiens en tout cas à féliciter Gladys pour son bouquin. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le mettre dans ma liste de souhaits. Je trouve que je pense aussi que ça va nous apporter beaucoup de choses. Parce que, en tout cas, comme je dis, trouver des ressources en français par rapport à l'UX, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Mais en tout cas, moi je sais qu'on fait plein de trucs. Il y a le book club, des fois on lit beaucoup de livres en anglais, mais on lit aussi des livres en français, si ça vous intéresse. Je vais vous mettre le lien. Moi là, par exemple, pour les gens qui lisent mon livre, tous les lundis, on a un rendez-vous pendant 13 semaines et on parle d'un chapitre de mon livre. Parce qu'en fait, pour deux choses, il y a un, parce qu'en fait, ça n'arrive jamais. Et nous, on fait le book club et on sait, enfin, moi, je sais pourquoi c'est hyper intéressant quand on a les auteurs qui répondent à nos questions. Et en plus, comme je travaille sur la V2 de mon livre, bah, je trouvais que c'était cool aussi de prendre des feedbacks des gens et de voir ce que les gens pensent, leur retour, quand c'est bien, pas bien, etc. Ou des choses pas claires. Mais là, je vous mets le book club. Alors, comme je dis, ben, vous pouvez choisir vos livres et il y a des livres en français. Je vous mets le lien. Et après, on a de temps en temps des rendez-vous et tout. Donc, n'hésitez pas. Je pense que. Et puis vraiment, même une fois que vous commencez à avoir de la connaissance, n'hésitez pas à faire des choses entre vous, à créer de la documentation en commun. Puisque j'entends là quand même, il y a beaucoup de gens. Soit qui le font, mais voilà, vous n'avez pas forcément toutes les compétences, soit vous avez différentes compétences et vous pouvez peut-être commencer à mettre en commun de la documentation, des choses, mais commencer à montrer votre travail et à faire les choses et ce sera cool. Ce sera cool. Mais merci en tout cas, Laurent. Je t'en prie, en tout cas, comme je disais, merci beaucoup. Et Merci. surtout que en tout cas, c'est un métier qui est très nouveau, plus ou moins en Afrique. Mm. Au Congo, je pense que je suis quasiment tout seul parce que j'ai vraiment personne avec qui en parler concrètement comme Mm. on fait ici, tous ensemble. Donc, On a dit que je reviendrai de temps en temps. Non. Enfin, mais n'hésitez pas à envoyer, enfin, sur LinkedIn, me mettez pas juste une invitation, parce que comme je vous dis, il y a de chances que votre invitation traîne, mais envoyez-moi un petit mot et tout ça. Et si vous avez s'il y a des questions ou des trucs, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ou une vidéo, en partageant une vidéo ou autre chose, ça peut être cool. Ouais, enfin, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, si je peux répondre, j'y répondrai. Ok. Merci beaucoup, Gladys. Je profite pour dire à Laurent que, bon, à part Gladys, bon, à part Content Design Offer, et puis il y a aussi Illustrating Offer aussi, qui en fait ça en France. À part aussi le book club de Gladys, de Content Design, bon, moi j'ai appris beaucoup de choses là, quand même là-bas. J'ai appris énormément de choses. Oui, non, j'ai appris énormément de choses. Je ne sais pas comment remercier, mais j'ai appris énormément de choses. Au-delà de ça aussi, il y a, depuis quelques temps, il y a US-Writer Afrique aussi qui est là, Africa qui est aussi là. Mais c'est une communauté purement anglophone, en fait. Si Laurent... Mais créez votre communauté. Vous créez votre communauté francophone. Oui, j'ai essayé de lancer. J'ai essayé de lancer la communauté francophone, mais je me suis retrouvé. Enfin, j'étais quasiment le premier à lancer la communauté. J'avais lancé même la communauté francophone avant la communauté anglophone. Mais ce qui fait que j'étais presque seul. Je suis seul avec plein de projets, donc j'ai laissé tomber. Donc, quand ils ont créé la communauté anglophone, ils m'ont fait appel. Et là, on gère ça plus ou moins, mais je ne sais pas trop. Je suis ouvert si Laurent. Moi, je vois plein de gens là, des gens qui avaient plein de questions, sûrement des gens qui ont écouté. Bamba, Laurent et d'autres, René, tout ça. Et ceux qui sont là, qui ont envie, regroupez-vous et faites des choses autour de ça. Et puis rejoignez-nous s'il y a des choses qui vous intéressent, clairement. Ok, c'est top. Avec plaisir. Et juste, moi, je suis en train de travailler sur un événement pour septembre où justement, un des points faibles, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de cas où on comprend pas. On comprend la théorie, mais des fois, on comprend pas la pratique. Et donc, j'en dirai plus, mais je suis en train de réfléchir à un événement
pour la rentrée, qui sera sûrement en présentiel à Paris, mais peut-être qu'on peut faire une retranscription live et sûrement il y aura des vidéos partagées, des cas pour ceux qu'on peut partager. Donc, c'est la réflexion du moment. Et donc, ce sera en français, parce que ce sera que des projets français. Bon, je vous ai tous assommés. Bon. Ok, Non, pas super. du tout, pas du tout. Super. Donc, moi, pour ma part, je me sens encore très petit dans tout ça. Donc, s'il y a des collaborations qui peuvent nous aider à avancer, à grandir dans tout ça, bah, je pense que c'est bien aussi pour développer une communauté francophone parce qu'il n'y en a pas, comme je disais, ce serait bien. Ben, allons. Il n'y a plus qu'à. Ok. Ben, Ok, on a fait le tour, c'est bien. On a fait quoi? 1h30, je pense. C'est bien. On a partagé. J'ose croire que les gens ont pris. Merci Gladys, merci de nous avec avoir plaisir. donné 1 heure, presque 2 heures de ton temps. Ça vaut des millions. Merci bien. J'ose croire qu'on va te revoir très très bientôt. Au revoir. Ouais, avec Ouais. plaisir. Non, mais sur Ouais. tout ce qui est chatbot, assistant vocal, je pense savoir avec qui je peux faire un bon binôme. Je vais lui poser la question. Et si ça vous intéresse, évidemment, venez. Eh ben, Ok. merci. Excellente soirée alors à tous. Merci. Bonne soirée tout Ouais, le monde. merci. Merci. À bientôt. Ouais, à bientôt.